cette première mission que j'exerce comme ministre des Affaires étrangères en solo avec une série de points d'attention majeurs que je souhaitais évidemment consacrer d'abord et avant tout à la crise dans la région des Grands Lacs et au conflit à l'est du Congo, raison pour laquelle j'ai souhaité que cette mission courte de 5 jours, qui en appellera une autre pour pouvoir aussi aller à la rencontre d'autres capitales de la région, puisse passer par la RDC, bien entendu, première concernée, faut-il le rappeler, mais également préalablement par Kampala et par Bujumbura. Pourquoi d'ailleurs l'Ouganda et le Burundi? Pour une raison assez évidente. Ce sont tous deux des acteurs, évidemment, qui participent à la partition jouée à l'est du Congo. Ils ont une présence armée sur le territoire de la RDC, mais dans une démarche qui n'est pas fondée sur l'hostilité, contrairement, il faut bien le regretter et le déplorer, au voisin rwandais, qui a inscrit sa présence à l'est du Congo en soutien au M23 dans une démarche d'hostilité à l'égard de l'intégrité du territoire congolais. La position de la Belgique a été très claire et elle le restera sur ce conflit. Nous ne nous sommes pas réveillés un matin contre le Rwanda, nous ne sommes pas contre quiconque, nous sommes pour les principes élémentaires contenus dans la Charte des Nations Unies et donc pour les questions de justice internationale, de respect du droit international, du droit humanitaire et donc aussi des questions de souveraineté et de respect de l'intégrité territoriale. Et c'est cette boussole qui a toujours fondé la politique des affaires étrangères du Royaume de Belgique qui nous a amenés à pouvoir être particulièrement vocaux pour dénoncer effectivement les exactions dramatiques qui sont commises à l'est du Congo avec, il faut le reconnaître et le regretter, la mobilisation insidieuse d'une série de forces de Kigali. Alors, nous avons souhaité donner écho, évidemment, à l'indignation partagée bien au-delà de Bruxelles par la communauté internationale. Rappelons que l'attitude rwandaise s'est vue condamnée par les Nations Unies, par l'Union UK, la Grande-Bretagne, excusez-moi, également par le Canada, par les États-Unis et bien entendu par l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne qui ont souhaité d'ailleurs matérialiser cette contestation et cette condamnation par l'adoption, il y a quelques semaines, de mesures de sanctions ciblées à l'égard de personnes physiques ou morales du Rwanda. C'est peu de dire que la démarche a été peu appréciée à Kigali et la Belgique en a fait les frais, puisque le Rwanda a décidé de manière totalement unilatérale et radicale de rompre ses relations diplomatiques avec notre royaume, dans une démarche qui apparaît à nos yeux probablement plus fondée sur un ressort émotionnel plutôt que rationnel, parce qu'il est toujours essentiel, a fortiori pour garantir une solution pacifique dans une zone de conflit, de conserver des canaux de communication ouverts pour mettre les choses en perspective, et la comparaison s'arrête là bien entendu, même avec la Russie, dont on ne peut pas être suspecté de complaisance. On a aussi là, dans la foulée d'ailleurs des acteurs internationaux et européens, une condamnation forte à l'égard du comportement russe et de sa guerre d'agression à l'égard de l'Ukraine. Malgré les sanctions prises et qui sont beaucoup plus lourdes évidemment, il subsiste des canaux de communication diplomatique et donc nous déplorons que ce ne soit pas le cas avec Kigali parce que nous reconnaissons au Rwanda évidemment un rôle aussi de premier plan comme acteur de la résolution du conflit à l'est du Congo puisqu'il en est l'une des parties prenantes. Ma mission
n'a pas l'ambition d'être une mission de médiation, pour deux raisons. D'abord parce que pour être reconnu comme médiateur, il faut que les parties prenantes concernées vous gratifient de cette capacité d'action et inévitablement, chacun l'aura compris, avec la rupture des relations diplomatiques à l'initiative de Kigali, nous ne sommes pas en capacité de pouvoir se prévaloir d'un rôle de médiation. Et quand bien même, nous ne sommes pas dans une démarche souhaitant à incarner un rôle de médiation, puisqu'il y a déjà pléthore d'initiatives qui sont prises en la matière, avec évidemment les initiatives de Luanda-Nairobi, celles de l'Union africaine, celles plus récentes aussi, au départ, de Doha ou de Washington. Et donc, il ne nous apparaît pas utile de rajouter une couche de médiateurs, mais au contraire, de donner toutes les chances de réussite à ces initiatives plurielles et que nous espérons et souhaitons complémentaires pour atteindre un résultat. La Belgique ne se présente pas dans la région des Grands Lacs avec un problème d'ego, souhaitant jouer un rôle qui ne serait pas le sien. Par contre, nous entendons pleinement assumer notre magistrature d'influence. Nous restons un acteur fort et crédible en raison de l'histoire, mais surtout aussi en raison de nos engagements actuels et de nos ambitions futures dans cette Afrique subsaharienne et singulièrement évidemment la région des Grands Lacs. Et donc nous continuons d'exercer nos actions diplomatiques avec conviction, avec force, mais avec une seule ambition, c'est celle d'atteindre des résultats. Et le premier d'entre eux, c'est la pacification dans les meilleurs délais possibles. À l'est du Congo, il faut mettre un terme rapide aux exactions qui y sont commises, aux atrocités subies par la population qui n'ont que trop duré. C'est également une préoccupation de nature humanitaire à l'est du Congo. Autant d'éléments qui nous ont mobilisés. Comme on le sait, une série de Congolais ont dû trouver refuge dans des camps, notamment au Burundi, et pour lesquels, là aussi, des préoccupations humanitaires sous les questions sanitaires, alimentaires et sécuritaires continuent de nous mobiliser et ont fait partie de l'agenda des discussions des derniers jours. Mais nous sommes conscients qu'il faut rester vigilant quant au processus initié par Doha et Washington. Si nous sommes positifs dans l'accueil de ces initiatives, nous souhaitons surtout pouvoir mesurer les résultats concrets qui pourraient subvenir dans les jours ou semaines à venir, histoire de garantir que si un chemin a été tracé, il continuera d'être emprunté, qu'il n'y aura pas trop de nids de poules sur celui-ci et que la destination finale sera bien effectivement atteinte. En tout cas, la Belgique y apportera son concours dans la dimension qui peut être la sienne à chaque fois que c'est nécessaire, de manière vocale, publique ou en coulisses, parce qu'il n'y a pas d'autre but recherché que la sécurisation de l'Est du Congo et des populations qui y vivent. Des messages forts ont aussi été adressés à l'attention des autorités congolaises. Parce que si nous sommes persuadés que la priorité doit être portée à la résolution du conflit armé par une réponse régionale et internationale, nous sommes aussi conscients qu'il est important que des signaux soient donnés et qu'un dialogue national soit nourri dans les frontières de la RDC. J'ai pu exhorter le président de la République à donner ces signaux. Je pense notamment à la condamnation publique de la diffusion de tout message de haine à l'égard de quelconque communauté, y compris la communauté Tutsi, qu'il puisse y avoir aussi plus aucune ambiguïté quant à l'absence de collaboration entre l'armée régulière congolaise et le Front de libération du Rwanda. Les FDLR n'ont pas à être considérés comme un interlocuteur acceptable par quelconque armée régulière. Ils doivent pouvoir aussi faire l'objet de poursuites par rapport aux exactions qui sont commises et des signaux sont également clairement attendus à cet égard.
il y a aussi une volonté de nourrir le dialogue national qui doit être aussi un adjuvant de la résolution des conflits et de la pacification, bien entendu, de l'ensemble du territoire congolais. J'ai donc plaidé pour qu'il puisse y avoir une attention réservée et donc aussi une écoute à l'initiative des évêques et qu'effectivement il puisse y avoir une audience qui leur soit offerte par le président de la République. Je lui laisse le soin d'en analyser l'opportunité, mais je pense que ça contribuerait aussi à montrer que diverses initiatives, dont il lui importera évidemment de décider les suites à y réserver, sont quand même prises évidemment en considération. C'est aussi la volonté qu'une initiative importante soit impulsée pour justement consolider ce dialogue national en maximalisant les différentes forces politiques en présence autour de la table. C'est aussi le rappel du besoin d'un agenda de réforme. Un agenda de réforme qui ne doit pas être relayé aux oubliettes. Bien sûr qu'il est compréhensible que l'autorité gouvernementale et présidentielle soit prioritairement concentrée sur la résolution du conflit armé à l'Est. Mais si les difficultés de gouvernance qui ne sont pas niées au sein de la RDC ne peuvent évidemment pas servir de prétexte à quelconque pays voisin pour violer l'intégrité territoriale de la RDC, il ne faut pas non plus que ce conflit armé reporte sans cesse une série de réformes sur lesquelles le gouvernement s'est engagé et que le président a réitéré son intention de mener à bien. J'ai évoqué avec lui notamment les questions de réforme du système judiciaire, les questions liées aux droits humains ou encore les questions liées à la lutte contre la corruption. Je pense donc qu'il y a un momentum aujourd'hui favorable à la prise d'initiative du président qui s'est inscrit de manière volontariste, et je tiens à le souligner, dans des volontés de dialogue destinées à résoudre le conflit. Et il est bon d'avoir autour de la table tant les représentants de l'autorité congolaise que de l'autorité rwandaise, puisque par nature, et c'est une loi universelle, on ne peut faire la paix qu'en acceptant de conclure un accord avec son ennemi. De tout temps, ça a été le cas, et ce sera encore le cas dans le futur pour pouvoir trouver une solution, en ayant en ligne de mire un enjeu essentiel, c'est que nous devrons tous et tous œuvrer à l'intérêt général plutôt qu'à l'intérêt des généraux. Je pense que ça, c'est aussi un message important pour pouvoir recentrer l'action diplomatique de chacun sur ces questions. Enfin, un autre élément qu'il m'importe de mettre en lumière, c'est que j'ai aussi tiré profit de cet espace de dialogue avec le président de la République et celui préalable avec Madame la Première ministre pour remettre aussi à l'agenda une série de préoccupations par rapport au climat des affaires. Car si la RDC a besoin effectivement d'investissements et de capitaux, notamment étrangers, pour pouvoir poursuivre son développement économique, favoriser les investissements étrangers, il faut aussi offrir un maximum de sécurité, de prévisibilité pour celles et ceux qui souhaitent investir. La Belgique dispose d'entrepreneurs disposés à effectivement injecter des capitaux à Kinshasa ou ailleurs sur le territoire de la RDC. Encore faut-il qu'une série d'obstacles, de freins ou de craintes puissent être levés. C'est le cas notamment avec le quitus fiscal qui est désormais systématiquement exigé, rendu obligatoire, mais dont les démarches administratives trop lourdes ne permettent pas l'octroi rapide, ce qui crée alors des difficultés sur une série de marchés économiques et donc décourage des investisseurs. J'ai pu d'ailleurs obtenir une écoute attentive également, outre de la Première ministre et du Président de la République, du ministre des Finances que nous avons pu croiser et qui s'est engagé à clarifier les choses rapidement. C'est également le cas de la perception TVA. Chacun conçoit bien, dans tout pays qui pratique la TVA,
et elle est moindre en RDC qu'en Belgique au demeurant, de pouvoir effectivement avancer le paiement de celle-ci. Encore faut-il avoir des assurances quant au remboursement de la TVA et donc la perception pour ne pas que ce soit finalement un coût net qui vienne s'ajouter au business model des entreprises. Là aussi, des solutions doivent pouvoir être trouvées. De même que j'ai pu exhorter l'autorité congolaise à prendre dans les meilleurs délais les 4 arrêtés d'exécution qui sont attendus pour concrétiser la mise en œuvre du Startup Act, qui est effectivement un cadre particulièrement apprécié des investisseurs. Le monde économique nous l'a dit, c'est vraiment une démarche extrêmement positive qui a été initiée par le gouvernement congolais. Encore faut-il, pour qu'il produise ses effets, que ces arrêtés d'exécution puissent être pris dans les meilleurs délais. Et donc là, il y a une attente qui ne pourra générer que du win-win sur la dynamique économique locale. Et nous avons mis en exergue aussi une série d'autres enjeux, comme celui du paiement dans des délais raisonnables par l'autorité gouvernementale elle-même des différents sous-traitants et contractants qui ont pu bénéficier de marchés publics, sans quoi ça crée aussi des difficultés de liquidité pour les entreprises concernées et ça fragilise leur capacité de rester pérennes dans la dynamique économique locale. Voilà quelques-uns des enjeux qui ont été évoqués, d'autres collaborations diplomatiques avec aussi l'école royale militaire ont pu être mises sur la table et le rendez-vous du 21 mai prochain, ce sommet ministériel de haut niveau entre les États membres de l'Union européenne et les États membres de l'Union africaine, à l'heure où nos deux continents ont plus que jamais le besoin évidemment de pouvoir construire des projets en commun et être des acteurs du futur de nos populations. Je suis conscient que vous m'aurez jugé trop bref dans ma prise de parole, mais j'espère en tout cas, au-delà de ce trait d'humour, avoir pu être le plus complet possible sur une série d'éléments qui ont pu être partagés et je me tiens évidemment à votre disposition pour l'autre question si vous le souhaitez. La Belgique n'a à aucun moment conçu sa présence et sa mission à travers ma présence dans une démarche visant à vampiriser quelconque ressource de la RDC. Nous sommes évidemment en observation par rapport aux motivations qui peuvent être parfois celles d'autres acteurs internationaux, qui ont parfois une approche plus transactionnelle de leur diplomatie. Nous sommes ici d'abord et avant tout parce qu'il y a une population qui souffre et des principes de droit international à devoir faire respecter. Deuxième élément, un des principes sur lesquels la Belgique n'a jamais transigé, c'est celui de lutter contre toute impunité. Et donc, quels que soient les acteurs, parties prenantes du conflit, il n'y aura pas de réconciliation si le sentiment qui prédomine est celui, à un moment donné, d'une impunité à l'égard de celles et ceux qui ont commis des exactions atroces. Et donc, je suis confiant et je compte bien à ce que l'ensemble des parties prenantes qui vont façonner ces futurs accords de paix puissent aussi réserver l'attention nécessaire à ce principe essentiel, celui de rendre des comptes. Ensuite, s'agissant des Ouazalendo, je pense que par principe, quand vous avez une pluralité d'acteurs qui sont partie prenante à un conflit, il peut difficilement y avoir une résolution qui soit à la fois juste et durable si les différentes parties ne se retrouvent pas à un moment donné concernées et impliquées, parce qu'on courrait alors le risque d'une fragilisation du processus de paix par des perturbations exogènes aux acteurs qui y ont pris part. Et donc ça, j'ose espérer aussi que, n'étant pas autour de la table seule fin politique, chacun y soit attentif. Preuve s'il en est que notre motivation n'est pas prioritairement transactionnelle, je ne suis pas venu avec dans ma manche la liste d'une série d'entreprises actives dans le secteur dont je pourrais faire la promotion en profitant de cet espace publicitaire. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons une expertise, évidemment, reconnue mondialement, à travers des acteurs comme Umicore, John Cockerill ou autres, qui ont des capacités, évidemment, de pouvoir traiter
l'ensemble de ces matériaux critiques rares. Et donc, si l'opportunité se fait jour de pouvoir aussi être un partenaire d'investissement, il n'y a pas de raison, effectivement, que nous l'évacuions. Je pense qu'il y a un constat qui est quand même largement partagé par la communauté internationale sur le caractère problématique, violent, outrageant du FDLR. Et donc, je pense que c'est effectivement de bon compte qu'à un moment donné, ce ne soit pas un groupe armé sur lequel quelconque partie prenante décide de s'appuyer pour pouvoir poursuivre ses objectifs et atteindre ses résultats. Je n'ai pas les habilitations militaires pour pouvoir décider de quelle serait la meilleure stratégie et technique à mettre en œuvre, mais je pense qu'il est incontestable qu'aujourd'hui, les suspicions de collaboration ou les faits de collaboration avec le FDLR constituent aussi un des points majeurs de problématiques à devoir résoudre pour avoir une solution de paix durable. Et s'agissant des initiatives de Doha ou de Washington, je vous dirais que j'ai certes de la prudence, mais que je formule aussi le vœu de la confiance. Toute initiative destinée à obtenir un résultat de paix est à encourager. Mais je veux simplement aussi ne pas crier victoire trop vite, tant que nous n'avons pas connaissance d'un accord formel. À ce stade, il y a un engagement pour ouvrir des discussions. On ne connaît pas encore le menu, et ma seule crainte, c'est que quand on viendra aborder le fond des conditions pour que cette paix puisse être signée, qu'il y ait éventuellement l'une ou l'autre partie, quelle qu'elle soit, qui estime que les conditions formulées par l'autre ne sont pas acceptables et qu'il n'est dès lors pas possible de converger et que dès lors le processus connaisse une sortie de route. C'est ça qui m'amène à être confiant mais prudent. Nous avons de longue date un partenariat avec les forces armées régulières de la République démocratique du Congo, avec une formation dispensée pour ces forces armées à Kindu. Et je tiens à repréciser d'ailleurs, puisque l'avantage des réseaux sociaux, c'est que ça offre le pire et le meilleur, et souvent le meilleur du pire. Et en l'occurrence, j'ai vu circuler des informations totalement fausses, selon lesquelles on aurait envoyé du matériel militaire, des avions, des troupes. Heureusement qu'on n'a pas de porte-avions, c'était je crois le seul élément qui manquait encore dans la fake news. Donc il n'en est rien. Nous avons six militaires qui, depuis plusieurs années, sous les auspices d'un programme européen, sont en train de faire du capacity building à Kindu, ni plus ni moins. Et depuis plusieurs années, nous offrons la capacité, toujours dans cette logique de capacity building, à des forces armées de différents pays africains, d'envoyer une série de leurs officiers se former à l'école royale militaire belge à Bruxelles. C'est le cas pour l'Ouganda, c'est le cas pour le Burundi, c'est le cas pour la RDC, c'était le cas pour le Rwanda. La situation actuelle a libéré quelques places à l'école royale militaire pour pouvoir poursuivre cet accompagnement, mais que nous faisons vraiment dans une optique de procurer un maximum d'expertise pour la structuration, l'organisation, le management et le leadership de forces armées. Je pense que c'est un partenariat qui a du sens et qu'a priori nous continuons de soutenir. Et une ligne rouge dans les négociations, vous n'avez pas répondu à la question. Mais je ne suis pas partie prenante aux négociations. Et donc je n'ai pas le sentiment qu'il m'appartient de les compliquer en allant depuis l'extérieur évoquer une ligne rouge à imposer à celles et ceux qui, de l'intérieur, vont devoir démarrer leurs négociations. Vous suggérez que je me positionne avec un « ou ». Je répondrai avec un « et ». Je pense que nous devons donner toutes les chances de réussite au processus de médiation qui sont initiés. Et un homme politique a le devoir de l'optimisme. Si lui-même est déjà peu convaincu et déprimé, il aura du mal à enthousiasmer et convaincre. Et dès lors que les enjeux sont aussi cruciaux que ceux ayant trait à l'intégrité physique, psychique, à la vie de population à l'est du Congo, on doit effectivement se mobiliser pour obtenir des résultats. Et donc,
Je reste confiant, mais ça ne m'empêche pas d'être lucide et de ne pas vouloir crier victoire trop vite, tant qu'on n'a pas la capacité de mieux cerner les contours de fond et de forme de ces pourparlers. Je disais « et » parce que, indépendamment de ce qui se fait là-bas, dans les discussions de négociation, il faut maintenir, me semble-t-il aussi, au top de l'agenda, le conflit à l'est du Congo. Mes partenaires européens, et je le vois à chacune des réunions à laquelle j'assiste, et c'est bien légitime, sont évidemment particulièrement préoccupés, notamment par deux autres grands conflits. Le conflit évidemment ukrainien avec la guerre d'agression de la Russie, et le conflit au Moyen-Orient, avec d'ailleurs des inquiétudes majeures en matière de respect du droit humanitaire à l'égard de la population de Gaza. Mais je ne voudrais pas qu'on relègue donc en division 2 le conflit majeur au vu des victimes qui sont dénombrées chaque jour à l'est du Congo. Et donc la Belgique entend bien rappeler qu'il est important de ne pas se satisfaire en s'en frottant les mains de l'étape franchie il y a quelques semaines avec un premier train de sanctions pour considérer que le travail est fait, que la boucle est bouclée et qu'on ne doit plus alors garder sous les projecteurs l'attention de la communauté internationale à l'est du Congo. Nous avons par exemple continué, nous, de plaider pour que l'Union européenne suspende le MOU entre elle-même et le Rwanda en matière de matériel critique, donc on dit critical raw materials, donc les minerais, pardon. À force d'utiliser les terminologies anglaises, on en perd parfois son français. Et donc il me semble qu'on doit rester vigilant à ce que les préoccupations restent toujours au top de l'agenda de la communauté internationale, et c'est à ça que la Belgique souhaite continuer d'œuvrer. Ça ne semble plus. Actuellement, la vérité est qu'il n'y a pas une unanimité de vue ou de mobilisation pour reprendre un nouveau train de sanctions, mais on ne peut pas faire le procès à la Belgique d'avoir manqué de clarté, d'affirmation et de soutien, puisque c'est précisément ce langage fort et clair qui nous a valu la rupture des dialogues diplomatiques. Mais je voudrais aussi, et je l'ai dit à mes collègues européens, qu'ils ne se fassent pas intimider. La manière dont la Belgique a été traitée ces dernières semaines par le Rwanda, bien au-delà d'ailleurs de la seule question de la rupture diplomatique, a probablement aussi vocation à générer un effet dissuasif vis-à-vis de la mobilisation de nos autres pays partenaires au niveau de l'Union européenne. Et je pense que nous devons éviter cela pour rester mobilisés sur le conflit à l'est du Congo. C'est trop tôt pour tirer des plans sur la comète. Je pense qu'il faut d'abord laisser au processus actuel de négociation les chances d'aboutir. Et en voulant parfois aller plus vite que la chanson, on en arrive alors à avoir une mauvaise partition. Le moment venu, la Belgique continuera d'analyser la situation, mais elle restera constante dans le temps sur les principes fondateurs de sa politique des affaires étrangères, c'est-à-dire le respect du droit international et de la souveraineté des États et de leur territoire. Et donc c'est à l'aune de cette grille, et uniquement à l'aune de cette grille, le droit et tout le droit, que nous analyserons la situation et que nous exprimerons, et qu'au besoin, nous continuerons d'être vocaux, y compris par rapport à des demandes de sanctions complémentaires, ce qui est déjà aujourd'hui notre ligne de conduite. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé.